Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline en partenariat avec le Salon Histoire de lire de Versailles. Je reçois aujourd'hui, et c'est la première fois et j'en suis ravi, Christian Curtil, avocat au barreau de Paris et de Berlin et petit-fils des héros du livre dont on va parler et qu'il a écrit L'honneur des biens chez Plon. Bonjour Christian. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Alors votre livre retrace l'histoire de votre grand-père et de votre grand-mère, Walter Bethke, on va dire Bethke. Oui. L'allemand, c'est pas mon truc. Président de Deutsche Grammophon, qui se retrouve face à Joseph Goebbels. Pas mal. À quel moment, dites-nous, l'entreprise cesse d'être simplement un lieu industriel et devient un théâtre de résistance ? Alors ça s'est passé relativement rapidement puisque mon grand-père, un peu par hasard, je le raconte dans le livre, est devenu président de la société en 1932, fin 1932. Il était entré dans la société comme directeur juridique en 1927 et est devenu président en 1932. Et les nazis sont arrivés au pouvoir en janvier 1933, comme chacun sait. Et naturellement, Goebbels avait tout de suite compris le parti qu'il pouvait prendre de faire de cette société, qui était la plus grande société de fabrication de disques en Allemagne, pour la propagande. Et il a naturellement tout de suite voulu mettre la société au pas, c'est-à-dire lui faire endosser toutes les règles raciales du régime, lui interdire de fabriquer des disques avec des auteurs juifs, des compositeurs ou des musiciens, ou bien de la musique américaine, du jazz, etc. Et mon grand-père s'y est refusé. Il n'a pas voulu licencier les musiciens juifs, il n'a pas voulu licencier les salariés juifs. Il a continué à publier de la musique juive, enfin non-aryenne au sens large. Et il ne s'est pas laissé faire. Donc très tôt, en fait. Très tôt, dès le début. Bon, pour écrire ce livre, c'est pas facile. Je vous le disais un petit peu en micro, juste avant qu'on commence. Écrire sur sa famille, c'est pas évident. Est-ce que c'est facile d'être objectif, déjà ? Non, ce n'est pas facile d'être objectif, mais il a fallu l'être. Et puis de toute façon, j'ai des archives, beaucoup d'archives, de sorte que j'ai été obligé d'être objectif, puisque tout ce que j'écris est établi par les documents que j'ai récupérés à la mort du frère de ma mère, il y a quelques années. Je les avais déjà vus, mais pas étudiés vraiment profondément. Et là, je me suis dit qu'il fallait maintenant en faire un livre, ce que j'ai entrepris de faire. Comment ça vous est tombé dessus, cette histoire ? Comment vous l'avez apprise ? Je l'ai appris par mes grands-parents, surtout ma grand-mère. Mon grand-père est mort quand j'avais 10 ans, mais ma grand-mère est morte, j'avais plus de 30 ans. Donc évidemment, j'ai beaucoup parlé avec elle de tout cela. Elle parlait du nazisme avec à la fois horreur et effroi. Elle en tremblait encore d'effroi, toutes ces années plus tard. Et puis, toute mon enfance était bercée par les témoignages de toutes sortes de musiciens, d'interprètes qui parlaient de mes grands-parents avec beaucoup de louanges. Et c'est la raison pour laquelle la société ayant été détruite par les bombardements en 1945, fin 1944 et début 1945, mon grand-père a pu la reconstruire après la guerre avec, non pas facilité, mais en tout cas confiance de la part des musiciens du monde entier qui savaient à qui ils avaient affaire. En vous lisant, je me suis dit, finalement, la musique, c'est un espace de lutte et de liberté face au nazisme. Mais c'est tout à fait ça. Mon grand-père était d'une famille qui s'était toujours opposée et au communisme et au fascisme, ma grand-mère aussi. Il trouvait absolument absurde ces lois raciales, complètement crétin de devoir isoler de la musique des compositeurs qui ne répondaient pas aux critères du régime. Et pour lui, la musique, c'est une chose universelle. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il n'y a pas à exclure qui que ce soit. Donc c'est vraiment en couple qu'ils se sont battus ? Absolument, absolument. Ma grand-mère l'a beaucoup aidé. Et elle était farouchement anti-nazie. Et elle ne l'a jamais freiné.
vous êtes plutôt humble, vous n'allez pas jusqu'au bout, parce qu'en fait, ils ont été harcelés par les nazis. Oui, ils ont été harcelés par les nazis, ils ont été très intimidés, comme on peut se l'imaginer. Ouais. Ils ont subi toutes les descentes de la Gestapo, les menaces de déportation, les descentes chez eux, dans la maison, avec toutes sortes d'intimidations. Finalement, n'y résistant plus, mon grand-père a décidé de lui faire un procès à ce Goebbels. Ça, c'est incroyable. Parce que il J'ai fallait augmenter la pression d'un cran. Et il a joué le tout pour le tout. Alors vous qui êtes avocat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime nazi est ultra juridique? Le régime nazi était ultra juridique, en effet. Comme tous les fascismes et toutes les dictatures, il s'abritait derrière un semblant de droit, un semblant une apparence de légalité. Ça peut paraître fou d'ailleurs. Mais ils font tous ça. Hein. Ouais. Il y a toujours des procès politiques, des choses qui donnent l'apparence de la légalité. Mais en réalité, ils la violaient sans cesse. Et en particulier, le parti de Goebbels, c'était de récupérer l'entreprise pour en faire un organisme à sa main, en la poussant à la faillite. C'est-à-dire qu'il ne payait pas les droits d'auteur, enfin il refusait que les droits d'auteur des musiciens soient payés, il faisait en sorte que elle soit boycottée, etc. Donc mon grand-père a décidé que pour la maintenir à flot, il fallait assigner Goebbels et le ministère de la Propagande devant les tribunaux. On est en 35. On est en 35. C'est à ce moment-là. Et ça va jusqu'à la Cour suprême. Voilà, alors naturellement, il gagne. Vous imaginez ça? Alors il perd naturellement en première instance, Oui. comme il fallait s'y attendre. Il perd aussi en appel. Les juges étaient évidemment à la botte du régime. Il ne se démonte pas. Il fait l'équivalent d'un pourvoi en cassation devant l'équivalent de la Cour de cassation, donc la plus haute juridiction allemande de l'époque. Et il gagne. Contre toute attente, et Goebbels est obligé de s'incliner. Et de faire en sorte que l'Institut radiophonique paye les droits de la société. Évidemment, à partir de là, les choses se sont un peu inversées, parce que Goebbels a compris que maintenant mon grand-père était tellement connu et en lumière, il ne pouvait plus le déporter si facilement. Eh oui, évidemment. Mais alors c'est complètement incroyable, parce que ça, moi je l'ai appris avec votre livre, je ne savais même pas qu'on pouvait faire un procès à Goebbels, et encore moins le gagner. Mais ça n'a pas donné des idées à d'autres? Eh bien, c'est le seul procès qu'une société ait fait au régime pendant tout le nazisme. Et comment on explique ça? Je Il crois n'avait pas d'amis chefs d'entreprise qui auraient pu faire la même chose? Je pense que tout le monde avait peur, tout le monde Ouais. était paralysé par la peur. Et puis ensuite, le régime s'est tellement durci, parce que c'était encore les premières années. 35-36, oui. Le régime s'est tellement durci qu'il n'y avait plus aucune latitude. D'accord. Votre grand-père et votre grand-mère donc, ont gardé le personnel en les cachant, enfin, en cachant leur nom, en tout cas. Alors, ils ont pu maintenir le personnel juif sous des faux noms, essentiellement ceux qui n'avaient pas des noms juifs, parce qu'évidemment, ceux qui avaient des noms juifs étaient connus comme tels, encore qu'un nom juif n'entraîne pas qu'une personne soit automatiquement juive, mais enfin, ça en donne en tout cas l'apparence. Ceux qui n'avaient pas nécessairement un nom juif ont pu être maintenus sous cette fausse identité, enfin sous leur identité, les autres sous une fausse identité, et à la fin de la guerre, une quinzaine de salariés juifs étaient toujours dans l'entreprise, salariés de l'entreprise, et n'ont pas été inquiétés. Ça, c'est incroyable. Il a été mobilisé, votre grand-père, quand même? Il a été mobilisé, c'était la vengeance de Goebbels, dès le 1er septembre 1939. Comme il était déjà trop âgé, il avait 41 ans, il n'a pas été envoyé au front. Et il était dans la réserve pendant 1 an. Ensuite, il a été démobilisé et puis remobilisé, mais dans l'administration à la fin de la guerre. Comment vous avez décidé d'aborder cette histoire? Comment ça vous est venu?
Alors, je voulais d'abord faire un livre sur le procès, et puis je me suis rendu compte que ça n'intéresserait que les juristes, et que c'était un peu limité. Et donc, à force de réflexion, je me suis dit que le plus intéressant, ce serait sans doute de faire toute une traversée du XXe siècle allemand, de commencer à leur naissance autour de 1900, la naissance de mes grands-parents, et d'expliquer comment on en arrive là, finalement. Comment il y a eu quelques résistants en Allemagne, plus nombreux qu'on ne le pense, mais moins qu'on ne l'aurait voulu. Et finalement, c'est intéressant de comprendre pourquoi certains sont devenus, la plupart sont devenus nazis, et pourquoi quelques-uns sont devenus des résistants. Et donc j'ai expliqué le milieu social, l'éducation, l'ouverture sur le monde, que mes grands-parents avaient en commun. Le fait de parler des langues, d'avoir côtoyé des cultures différentes, tout cela a procédé, je crois, d'un antinationalisme et donc d'un anti-pangermanisme qui les a sans doute motivés à résister. Ce qui vient d'ailleurs dans votre livre, c'est ce côté petite histoire qui fait la grande, parce que justement c'est ce que vous dites, on voit l'arrivée, l'ascension du nazisme, on voit la guerre, la dénazification derrière. Quelle source vous avez utilisée, parce qu'il n'y a pas que votre grand-mère quand même. Non, il n'y a pas que ma grand-mère. Comme j'ai grandi avec cette histoire, j'ai beaucoup lu. J'ai aussi le regard d'un Français sur l'Allemagne. Je suis bilingue et biculturel, mais j'arrive à comparer avec intérêt d'ailleurs la France et l'Allemagne. Quand on s'intéresse à l'Allemagne en France, on se trouve d'ailleurs assez seul, parce que l'Allemagne n'intéresse personne en France. C'est toute la première partie de votre livre d'ailleurs, hein, cette ambivalence. C'est vrai. Et donc j'explique aussi comment les Français sont ressentis par les Allemands, comment les Allemands sont ressentis par les Français, et aussi ce qui a conduit au nazisme, parce que évidemment les Anglais, les Français ont une part de responsabilité aussi dans l'arrivée du nazisme, en particulier le traité de Versailles et toute l'après-guerre. Certains se sont même demandé s'il ne fallait pas y aller aussi. Même en Angleterre, aux États-Unis. Bien sûr, absolument, absolument. Et donc, j'explique aussi ce que c'est aujourd'hui d'être allemand et d'être français, et les difficultés aussi entre la France et l'Allemagne aujourd'hui. Il n'y a pas eu de problème à reconstruire après Deutsche Grammophon, parce qu'il fallait tout refaire. Ça veut dire qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient. Alors, ma famille a tout perdu comme beaucoup d'Allemands, mais ça n'est pas l'essentiel. La société elle-même a été entièrement détruite, mais mon grand-père l'a reconstruite après 1946. Une fois que les Américains avaient terminé la dénazification, parce que naturellement, quand on était aux commandes d'une société telle que celle-là, ça paraissait louche aux Alliés dès 1945. Il a fallu passer par toute une commission de dénazification pour voir si on était réellement propre et apte à reconstruire une société dans le monde de la culture. Et puis, comme je le disais à l'instant, mon grand-père a bénéficié des contacts avec les musiciens étrangers, ceux du monde entier, à vrai dire. Et grâce à cela, et les contacts qu'il avait noués, les contrats qui se sont poursuivis, la société s'est reconstruite à force d'efforts pour devenir ce qu'elle est devenue. Évidemment. Il a fallu refaire toute la collection ? Il a fallu refaire toute la collection, c'est évident. Alors certaines choses, évidemment, avaient été gardées, mais les techniques s'étaient modernisées et il fallait évidemment regraver des disques. Mais alors comment une société qui donc s'est opposée au pouvoir en place a pu continuer de vivre, d'avoir des clients qui, a priori, ont plutôt voté pour ou qui étaient plutôt pour ? Alors, c'est une question que je me suis longtemps posée, et puis à force de travailler les archives, je me suis rendu compte qu'à un moment, la situation s'est inversée. À un moment, Goebbels s'est rendu compte qu'il avait besoin de mon grand-père,
Parce que, naturellement, les années passant, et surtout après les Jeux Olympiques de 1936 et après l'Anschluss en 1938, plus personne ne voulait enregistrer de disques, plus aucun musicien ne voulait enregistrer de disques avec une société allemande. Surtout qui s'appelle Deutsche. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. C'est marqué dessus. Sauf celle de mon grand-père, parce que parce qu'il avait maintenu les contrats et exécuté les contrats avec les sociétés avec lesquelles des contrats étaient en cours, et aussi parce que le mot s'était donné entre musiciens, et en particulier musiciens juifs, mais pas uniquement, qu'il ne s'agissait pas d'un nazi. Et Goebbels avait compris que, comme il voulait absolument, aux fins de prestige, qu'une société allemande représente la musique en Allemagne, eh bien, il s'est trouvé qu'à un moment, c'est lui qui avait besoin de mon grand-père. Ouais, c'est fou ça c'est assez incroyable. Je posais la question parce que pendant la Première Guerre mondiale, la famille royale britannique a changé de nom quand même. Absolument. C'est pour ça que c'est pas évident quand même, c'était pas si simple. C'était déjà une entreprise mondiale ? Alors non, c'est une entreprise. C'est intéressant parce que la société Deutsche Grammophon a été rachetée à la faveur de la Première Guerre. Je l'explique dans mon livre. Les Allemands ont fait comme ont fait les Anglais, c'est-à-dire qu'ils ont saisi les actions, les biens des entreprises étrangères en Allemagne, comme les Anglais avaient saisi les entreprises étrangères en Angleterre. Et une filiale de Deutsche Grammophon Limited, donc anglaise, avait été saisie en Allemagne et vendue par action en Allemagne, et c'est comme ça que avait été recréée la société après la Première Guerre. Et donc, c'était une toute petite société qui n'avait pas du tout le rayonnement qu'elle a eu par la suite. C'est véritablement mon grand-père, après la guerre, qui en a fait ce qu'elle est devenue. Combien avez-vous de disques chez vous ? J'en ai pas mal. J'en avais encore beaucoup plus du temps de mes grands-parents. Et puis, naturellement, quand ils sont morts, on a rendu tout ça à la société, évidemment, puisque mes grands-parents recevaient chaque disque qui sortait. Et bien sûr, c'est assez logique. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Qu'est-ce que vous aimeriez que le public ressorte de votre livre ? Est-ce qu'il y a un message derrière ou des messages ? Il y a certainement plusieurs messages. D'abord, c'est une histoire totalement méconnue. Oui. Et ce qui est fou d'ailleurs, parce qu'on connaît les histoires de toutes les boîtes collabos, il faut le dire. Oui, mais ceux qui ont résisté quand même. Oui. Et il y en a eu. Il y en a eu plus que celle uniquement de mon grand-père, évidemment, mais il y en a eu. Donc, oui, je pense qu'il est intéressant de savoir que dans toutes les dictatures, il y a des gens qui résistent, et on le sait, même s'ils ne sont malheureusement pas très nombreux. Mais est-ce que moi-même j'aurais été capable ? Je n'en sais rien. Et puis je trouve intéressant, à la lumière de l'actualité, de voir qu'il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas accepter les petites compromissions avec la règle de droit, avec la démocratie, avec tout ce qui grignote progressivement la liberté individuelle. Il ne faut pas l'accepter. Il y a du boulot. Il y a du boulot, c'est difficile et c'est risqué. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de lucidité, mais c'est une leçon. Oui, ça veut dire qu'il faut se battre aussi contre l'Europe parfois. Certaines de ces lois. C'est l'avocat. À l'avocat que je parle. Est-ce que votre grand-père a été juste parmi les nations ? Enfin, vos grands-parents ? Non, il ne l'a jamais demandé. Mais ça se demande ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment on fait. Ça se donne pas comme ça. Mais il se trouve que j'ai été interviewé par plusieurs radios juives, et toutes les deux m'ont suggéré que je fasse un dossier. Alors je vais y réfléchir. Oui, ce serait une bonne idée. Le livre pourrait vous aider. On pourrait imaginer un roman, on pourrait presque imaginer un film, une série.
Eh ben, pourquoi pas. S'il y a Netflix qui nous écoute dans la salle. En tout cas, quel plaisir j'ai eu de lire ce livre. L'honneur des miens, Christian Curtil, vous êtes incroyable, formidable, un couple face à Goebbels. Quelle histoire magnifique. Merci beaucoup de nous l'avoir donné. Merci à vous. On peut l'applaudir.